Star Wars La Menace Fantôme est l'opus qui pose les bases de la saga Skywalker. En fait, toute la saga repose sur ses épaules. Et assez étonnamment, on n'en parle pas tant que ça. Mais l'histoire de Star Wars tient sur ce deal entre Qui-Gon et Watto. Et même plus spécifiquement sur la course de pod que remporte Anakin. L'occasion pour nous de revenir sur ces événements et de voir ce qui se serait passé si... Mais tout d'abord, remettons les choses dans leur contexte. La Fédération du Commerce vient d'envahir la planète Naboo, pour tout un tas de raisons commerciales que seul George Lucas semble avoir compris. Heureusement, 2 chevaliers Jedi sont sur place, Qui-Gon Jinn et son padawan, Obi-Wan Kenobi. La planète étant privée de tout moyen de communication, les 2 Jedi se chargent eux-mêmes d'exfiltrer la reine Amidala. Amidala. Jugez par vous-même. C'est la reine Amidala en personne. Bref, ils parviennent à faire s'échapper la reine et quelques-uns de ses sujets de tout ce bourbier. Leur mission est simple, rejoindre Coruscant et exposer aux yeux de la galaxie entière les horribles actions effectuées par la Fédération du Commerce à l'encontre de Naboo. Seulement, tout ne se passe pas comme prévu. Durant la fuite, le vaisseau utilisé pour rejoindre Naboo se fait endommager, obligeant ainsi l'équipage à faire escale sur la planète Tatooine, afin de réparer ce dernier. Là-bas, ils font la rencontre d'Anakin Skywalker, un petit esclave qui va leur permettre de repartir pour Naboo. Car Qui-Gon voit quelque chose en cet enfant. Si bien qu'il parie sur Anakin auprès de son propriétaire afin de gagner les pièces manquantes du vaisseau. Le jeune enfant est pilote de course de pod. S'il gagne la course, Qui-Gon remporte les parties manquantes. Cependant, s'il perd, c'est l'entièreté du vaisseau qui revient à Watto. Évidemment, Anakin remporte la course, Qui-Gon récupère les pièces, et bien plus, car en plus de tout cela, il repart avec l'élu. Bref, la suite, c'est la saga Star Wars telle que nous la connaissons tous. Imaginons donc maintenant qu'il en ait été quelque peu différent, et qu'Anakin n'ait pas remporté sa course de pod. Son module de pod se désolidarise, habilement saboté un peu plus tôt par Sebulba. Le jeune Skywalker ne parvient pas à remettre son engin en état de marche. Il perd le contrôle de la direction et vient se cracher au sol. Le module qu'il a construit lui-même se fragmente en une dizaine de morceaux. Depuis le retour vidéo, sa mère, Qui-Gon, Obi-Wan et Padmé ont tous assisté à la scène. Bien sûr, ils sont tous soulagés qu'Anakin ne s'en sorte qu'avec quelques égratignures. Mais bien vite, c'est auprès de Qui-Gon que s'en prend le groupe. Quelle idée de confier le sort de la mission à un si jeune garçon. Désormais, il ne dispose plus de vaisseau. Anakin est blessé, et perd par la même occasion le module de course qu'il a lui-même construit. La situation n'est pas loin d'être catastrophique. D'autant plus que Shmi ne tient pas particulièrement à héberger les personnes ayant pratiquement poussé son fils à la mort. La légitimité de Qui-Gon à mener cette mission en prend aussi un sérieux coup. Tous sont plus que perplexes dans ses prises de décision, y compris Obi-Wan. Qui-Gon le sait, il faut réagir au plus vite, et trouver un nouveau vaisseau. Leur mission reste intacte, ils doivent rejoindre Coruscant. Qui-Gon reste optimiste et laisse Obi-Wan se charger de la sécurité de la reine pendant qu'il prospecte afin de trouver un vaisseau. L'idée est de convaincre quelqu'un d'échanger son vaisseau contre quelques Datari républicains. Certes, il sait que cette monnaie ne vaut rien ici, mais ça ne coûte rien d'essayer. Après plusieurs heures de déambulation, il finit par trouver un revendeur dans une des ruelles sombres de Tatooine. Seulement, à mesure que la conversation évolue, il sent que l'atmosphère de la pièce s'assombrit. Quelque chose ne tourne pas rond. Dans un coin, une silhouette munie d'un sabre laser rouge bondit sur lui. Qui-Gon a juste le temps d'esquiver le coup et de se retrouver face à son agresseur. Il ne le sait pas, mais il fait face à Dark Maul. Le Jedi est surpris. S'agirait-il d'un seigneur Sith? Le Zabrak toise Qui-Gon et ouvre son deuxième sabre laser. Il dispose d'une double lame, chose à laquelle Qui-Gon est assez peu préparé. Dark Maul assaille le Jedi de coups, qui à leur seul a beaucoup de mal à tenir la cadence du Sith. Le rythme est trop élevé, et Dark Maul finit par tuer Qui-Gon d'un coup d'estoc à travers l'estomac. Le voilà débarrassé du maître Jedi. Le Padawan et les individus restants ne représenteront qu'une formalité pour lui. Obi-Wan et les autres attendent avec impatience le retour de Qui-Gon, car pour l'instant, ils sont sans solution. Si ça ne tenait qu'à lui, Obi-Wan s'emparerait de force du vaisseau qui a été donné à Watto, suite au pari perdu. Il n'a que faire d'un deal passé avec un marchand d'esclaves. Mais problème, Qui-Gon ne revient pas. Le temps passe, et il est toujours impossible pour Obi-Wan de contacter son maître. Il s'inquiète, cela n'est pas normal. Qui-Gon aurait déjà dû revenir depuis longtemps, ou au moins donner signe de vie. En apercevant un droïde sonde, Kenobi se rend à l'évidence. Ils sont traqués, et son maître ne refera plus surface. Quelqu'un veut les empêcher d'ébruiter l'invasion de Naboo par la Fédération du Commerce. Vous l'aurez compris, il s'agit de Palpatine, et c'est pour cette mission qu'il a envoyé son apprenti Dark Maul.
D'ailleurs, on n'a jamais trop compris pourquoi Palpatine faisait ça, même dans les films de base. Quel intérêt pour lui d'envoyer Dark Maul empêcher la reine de faire son arrivée à Coruscant? C'est littéralement elle, et la cause qu'elle plaide, qui lui permettent de supplanter le chancelier Valorum et d'arriver au pouvoir. Donc pourquoi envoyer Dark Maul sur Tatooine? Bref, nous, on suit la logique des films, donc... Obi-Wan ne prend pas de risque et passe à l'action. Seul, il prend la décision de s'emparer du Nubian, alors propriété de Wattu, et déguerpit en compagnie de tout le monde. Enfin tout le monde, sans Qui-Gon à leur mort, et sans Anakin. Par ailleurs, le vol du Nubian par ses amis Jedi a de lourdes répercussions pour le petit Annie. Wattu est furieux et lui impute bien évidemment la perte de son vaisseau. Anakin est relégué à de lourdes tâches, physiquement éprouvantes, pas adaptées pour son âge. Il est condamné à vivre dans la servitude et l'indifférence. Sur Coruscant, tout est révélé. L'invasion de Naboo, la mort de Qui-Gon, et Palpatine arrive à prendre le pouvoir comme dans les films. Cependant, lassée d'être en attente d'une aide, d'une réaction du Sénat, elle décide de repartir pour Naboo, afin de délivrer sa planète de son envahisseur. Obi-Wan décide de l'accompagner et de l'aider dans sa quête. Cela dit, la tâche ne s'annonce pas facile. Avec Obi-Wan et sa garde rapprochée, ils ne sont que quelques-uns. Mais elle garde tout de même espoir. Selon l'aveu même de Jar Jar Binks, les Gungans disposent d'une grande armée. La reine Amidala a l'intention de rallier cette armée à sa cause et de l'utiliser pour faire diversion pendant qu'elle infiltre le palais avec quelques unités pour obliger le vice-roi à se retirer. Et son plan fonctionne pas trop mal. Elle parvient à rallier le peuple Gungan qui affronte les forces séparatistes pendant qu'elle infiltre le palais à la recherche du vice-roi. En parallèle, des pilotes Naboo profitent de l'infiltration du palais pour récupérer des Naboo N1 et mènent une attaque contre la station spatiale séparatiste, le centre de commandement des armées droïdes. Mais tout ne va pas se passer comme prévu, et un invité surprise va se joindre à la fête. Et autant dire que là, par rapport au film, la situation va quelque peu dégénérer. Les Gungans ne parviennent pas à rivaliser avec les forces séparatistes, et se font dominer pendant que les chasseurs Naboo se font descendre et peinent à endommager la station de la Fédération du Commerce. En parallèle, Obi-Wan affronte Dark Maul, seul et sans toute la rage procurée par la mort de Qui-Gon, dont il dispose normalement dans le film. Encore Padawan, Kenobi se fait tuer par Dark Maul. La tentative de reprise de Naboo est complètement ratée, et la reine est faite prisonnière. Naboo est toujours aux mains de la Fédération du Commerce. La situation inquiète le Conseil Jedi, tout autant que le Sénat galactique. Palpatine se sert de la situation pour justifier le manque d'implacabilité de la République, et demande à ce qu'une armée républicaine soit créée afin de régler l'incident de Naboo, et surtout, afin de faire en sorte que cela ne se reproduise plus. L'entreprise est très largement saluée par le Sénat, qui approuve très vite cette prise d'initiative. Les Jedi eux-mêmes se voient obligés de donner raison à ce projet, ils ne peuvent pas à eux seuls se positionner en garant de la paix dans la galaxie. Ainsi, Palpatine ordonne la création de l'armée des clones beaucoup plus tôt que dans les films. Et surtout, il n'a pas besoin de cacher la création de tout cela via Dooku. C'est donc le plan parfait. Encore mieux que dans les films même, car on ne rappellera jamais assez que les Jedi acceptent une armée qui sort de nulle part et qui, a priori, était commandée par un seigneur Sith. Bref, dans notre scénario, la pilule passe quand même beaucoup mieux. Après quelques années, les clones parviennent à libérer Naboo et la reine Amidala de leurs captifs. Seulement, le conflit entre les séparatistes et la République se répand partout dans la galaxie, orchestré bien sûr d'une main de maître par Palpatine. Il fait grandir les manigances et les combats pendant des années. Un jour, les Jedi alors tous éparpillés les uns des autres dans la galaxie, ils décident de passer à l'action et de déclencher son fameux Ordre 66. C'est une véritable hécatombe pour les Jedi qui se font abattre par leurs propres troupes. Sur Coruscant, c'est Dark Maul qui est envoyé éliminer les Jedi du Temple, accompagné par un bataillon de clones. Ils progressent violemment, ne laissant aucun survivant derrière eux, pas même les enfants. Mais Dark Maul s'apprête à faire face à un ennemi plus coriace, Mace Windu. Le Zabrak initie le combat, mais se voit férocement repoussé. Si le Sith est plus rapide, la puissance des coups de Windu le décontenance quelque peu. Il n'est pas habitué à faire face à ce genre d'individu. Son style de combat est très particulier, très agressif pour un Jedi. Voyant son adversaire faiblir, Windu redouble d'agressivité et finit par briser la garde de son ennemi. Dark Maul se fait envoyer au sol, et son sabre laser glisse sur plusieurs mètres. Par chance pour Maul, des clones arrivent au même moment, et empêchent Windu de lui adresser le coup fatal. Maul profite de cette occasion, rattrape son sabre laser grâce à la force, et embroche le Jedi d'une attaque tournoyante. Malgré sa supériorité, Windu s'est fait surpasser par le nombre. Les autres Jedi ne représentent qu'une formalité pour le Seigneur Sith. A l'instar des films, Yoda a survécu à l'attaque des clones, et part en exil sur Dagobah. Palpatine fait automatiquement dissoudre le Sénat, il n'essaye même pas de justifier ses actes.
Il prend purement et simplement le pouvoir par la force. Après avoir fait tuer les principaux ressortissants séparatistes par Dark Maul, il dispose alors de l'entièreté de la galaxie sous ses ordres. Il compte bien régner sur son empire galactique, et cela durant des années. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, à nous suivre sur Twitter, Instagram. Et sur ce, on vous dit à la prochaine.